Imhotep, Maître Nefer, nous nous retrouvons de nouveau sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique, les acteurs de Teouti, Père Ankh M. Teouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur notre plateau. Nous sommes en compagnie de notre maman Bikoudi sur ce plateau et nous allons parler de la manipulation alimentaire et la voix kémétique authentique. Il est question ici qui est plutôt une forme de discussion ouverte. C'est la question alimentaire que nous allons essayer de revoir. Nous avons été, vous avez tous, depuis les années 80, déjà depuis les années 70, nous avons connu les mouvements sur les végétariens, et le vegan. Nous avons connu une très grande évolution de choses. Aujourd'hui, nous sommes avec Mambi Kouli qui est Irura Nefer Rakouti Netcher. Nous allons essayer d'apporter une nouvelle direction parce que, comme vous savez, il est question dans l'évolution des consciences, chaque fois nous découvrons des choses, nous prenons une direction complètement diverse. Une fois que nous accédons à un niveau supérieur, à un niveau avancé de conscience, nous avons des informations complètement ouvertes. Aujourd'hui, nous allons parler avec notre moute de l'alimentation. Et bien que dans les jours avant, nous avons toujours, dans l'Académie de la culture noire aussi, d'une certaine manière, fait la promotion de l'alimentation saine, de l'alimentation, disons, à plus en orientation végétarienne ou végane. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un nouveau niveau de conscience et la prise de conscience sur certaines réalités peu connues alors ou pas consciente alors, nous allons essayer de redonner une direction nouvelle à ce qui appartient à la tradition kémétique, à ce qui appartient à la tradition noire en matière d'alimentation. Aujourd'hui, donc nous sommes là, je vais passer la parole à notre mout, Douanecher. Toi, je suis encore contente aujourd'hui, surtout de parler de l'alimentation et de comment on peut se nourrir, comment on peut faire pour bien nourrir nos familles et tout. Et je pense que c'est un sujet qui m'est très cher parce que l'alimentation, c'est, comme on dit, il faut faire que la nourriture soit votre médicament. L'alimentation, c'est votre médecine. Donc, quand on parle de l'alimentation, il est important de se rappeler que l'alimentation peut être notre médicament, un élément pour notre santé, mais ça peut aussi être un élément contre-indicatif à notre santé. Et un élément qui peut avoir qui peut avoir des effets néfastes pour nous. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose que nous consommons qui entre à l'intérieur de nous. Et malheureusement, si notre corps n'est pas en mesure de digérer ce que nous avons consommé, eh bien, nous allons rester avec ce que nous avons consommé dans le corps et ça va nous détruire à petit feu. Et c'est comme ça que les maladies entrent en nous si on n'est pas en mesure de les évacuer. Donc, tout ce qui est pas sain pour nous, si on n'est pas en mesure de les digérer, on n'est pas en mesure de vraiment bien consommer. Donc, c'est comme ça que si vous mangez trop de sucreries ou trop des aliments gras, vous pouvez prendre du poids si votre corps, encore une fois, c'est si votre corps n'est pas en mesure de bien métaboliser ce que vous avez mangé. Donc, une personne ne prend pas du poids parce qu'il mange trop, il mange mal, mais c'est parce que son corps, pour une raison ou une autre, n'est pas en mesure de métaboliser ce qu'il a mangé. De la même manière, il y a des personnes qui ne prennent pas du poids, c'est encore pour la même manière qui est que le corps est en train de trop métaboliser ce qui est mangé ou de bien ou trop. Ce qui veut dire que certaines personnes, ils ont des problèmes, par exemple, à retenir du gras, comme d'autres ont des problèmes à vraiment évacuer le gras. Et alors, ça, automatiquement, vraiment, j'entre dans le débat directement. Mais ça, c'est vraiment un très bon exemple qu'on doit retenir pour savoir que chacun d'entre nous est différent d'abord. Et aussi que pour certaines, une chose qui est bonne pour une ou une personne n'est nécessairement pas bien pour tout le monde. Donc, avec l'alimentation, on ne peut pas avoir un type qui est généralisé qu'on utilise tout le temps. Mm-hmm. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que l'alimentation doit aussi prendre en considération là où on se trouve, d'où on vient, mais aussi le temps et aussi d'où vient la nourriture. Donc, l'alimentation, quand on parle d'alimentation, on parle d'une relation entre il y a la personne qui mange avec tout ce qui est autour de lui, comme
le facteur de d'où il est né, d'où il vient, de son authenticité, vraiment de beaucoup de choses. Et puis, on doit aussi avoir les mêmes facteurs pour les aliments qu'on mange aussi, pour savoir d'où viennent ces aliments, comment ils ont poussé. Et parce que des fois, un aliment peut venir, par exemple, du Congo, mais il faut aussi savoir, est-ce que ça a poussé dans le sol qui était dehors? C'est un aliment qui a poussé sous le soleil ou sous, comment on appelle? En serre. Voilà, sous l'effet serre. Donc ça, c'est vraiment beaucoup d'éléments à prendre en considération quand on parle de l'alimentation. Donc c'est comme ça que je suis vraiment très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je pense que ce sera un débat qu'on va avoir. Et le plus important, c'est de savoir que c'est un débat, en ayant un débat. Et c'est de savoir aussi que pour beaucoup de recherches alimentaires qui sont faites ces jours-ci, ce sont des recherches alimentaires qui sont faites, d'abord, ils sont financés par les multinationales, en beaucoup de parties. Donc, c'est comme, je donne l'exemple du lait. Il y a à peu près 10-20 ans, le lait, c'était un aliment très sain qui était plein de calcium et vraiment très bon pour la santé. Mais c'est seulement qu'aujourd'hui qu'on réalise qu'au fait, il y a quelques problèmes. Et quand je parle du lait surtout en combinaison avec les céréales du matin. Aujourd'hui, on sait que tous les céréales qu'on mange le matin, tous ces petits déjeuners, ils sont vraiment durs et ils sont pleins de sucre, ils sont pleins des éléments qui sont difficiles à digérer, qui fait que la personne peut avoir trop d'énergie ou ne pas avoir assez d'énergie en même temps. Et ça, c'est des éléments qui, il y a 20 ans, on ne pouvait même pas en parler parce que les recherches étaient faites de manière à jurer et à voir que ces éléments étaient très bons pour la santé. Et donc, c'est comme ça que quand on regarde n'importe quelle recherche alimentaire, nous devons absolument prendre en considération qui a fait la recherche, pour qui elle bénéficie et vraiment qui bénéficie pour cette recherche. Et si je faisais ce changement alimentaire, à qui ça bénéficie? Donc, s'il y a une chose qu'on veut faire qui ne bénéficie pas à nous, évidemment, on doit vraiment la revoir et on doit la mettre sous la loupe et vraiment bien comprendre et bien l'étudier. Donc, pour mon introduction, je dis Doua Netia et vraiment, je suis très contente pour le débat qu'on aura aujourd'hui. Je vous assure que vous allez vraiment adorer. Doua Netia Moutska Nefer. Oui, la question est très importante parce que, comme nous avons vu, il y a quelques années, pendant les années 70, ceux qui faisaient les mouvements végétariens étaient considérés comme des terroristes. Okay? Ils étaient arrêtés. On ne voulait pas d'eux parce que c'est des gens qui étaient reconnus contre le gouvernement. Aujourd'hui, eh bien, nous avons beaucoup de financements, de l'argent qui venant, par exemple, de personnages comme Soros, qui ont financé l'émancipation des femmes, qui ont financé les mouvements végétariens. Aujourd'hui, les mouvements véganes sont tous soutenus par cela. Et nous sommes rentrés dedans parce que dans le monde kémétique, comme dans le monde noir généralement, nous avons subi cette attaque, c'est comme ça que j'aimerais l'appeler, nous devons devenir végans, nous devons devenir végétariens, nous sommes rentrés dedans. La question qu'on ne s'est pas posée, c'est que une nouvelle mode est venue, mais on ne s'est pas posé la question, qui étions-nous? Okay, avant d'être végétarien. Nous savons très bien que le monde occidental est distingué par la haute consommation de la viande. La haute et la très mauvaise consommation de la viande. Et il y avait une exigence, c'est-à-dire on était sur une extrémité. Je me souviens des films des années 70 où on voyait une personne manger un poulet entier, où on voyait ces grands fours américains où on plongeait des grands, parce que tous ces éléments sortent des États-Unis. On voyait ces grands fours où on plongeait tout, je ne sais pas, 20-50 kilos de viande. Il y a les gros oiseaux qui se mangent, les porcs qu'on mange durant les festivités. Tout est en grand et tout est à large. Et quand on mangeait les plantes, les aliments, c'était dans l'excès. Cet excès de la consommation alimentaire a conduit à des manipulations génétiques sur les aliments. C'est-à-dire il fallait modifier les comportements d'élevage pour obtenir les plus grands nombres d'animaux en une courte période pour des motifs de profit, selon un certain profil. Ce qui a fait que les animaux ne marchaient plus, on les renfermait dans les cages et on les faisait manger midi et soir, au point où, par exemple, nous avons les poules aujourd'hui qui ne marchent même plus parce qu'ils sont crucifiés,
et on on leur injecte des vitamines par des seringues du matin au soir, et la poule naît à 7 heures du matin, à 19 heures, il est prêt pour être consommé. Alors, ceci a comporté des maladies, ce qui a voulu que du point de vue du monde occidental, on commençait une inversion des tendances. C'est-à-dire qu'il fallait sortir de cet état-là pour petit à petit rentrer dans un état d'équilibre. Mais or, qu'est-ce qui se passe? En parlant du végétarisme et puis des véganes, on n'est pas rentré dans un équilibre, on est passé de l'autre côté des déséquilibres. Dans un premier temps, il y a des équilibres qui étaient basés sur la consommation de la viande, ok, en excès, ok, et puis on est passé de l'autre côté, où plus de viande, et plus de poissons, seulement les herbes. Ça, on n'est pas dans un équilibre. Mais le problème, c'est quoi? Ouais. Alors, moi j'allais poser la question parce que, au fait, quand tu as commencé, tu as soulevé des très, très bons points pour montrer comment on est passé de... Il y avait le problème, le souci, c'était le fait que les animaux étaient plus bien élevés par rapport aux normes anciennes. Et maintenant, quand il y a eu la vague de végans et végétariens, la question que je pose, c'est que est-ce que la norme d'élevage des animaux a changé? Absolument pas, parce que c'est-à-dire c'est au niveau du business. Les sociétés qui ont pensé perdre disons, une grande partie de la population avec les végans, ok, ils ont trouvé les moyens de les retrouver. C'est-à-dire, en créant le mouvement vegan, on a contrôlé les deux vases. OK? On contrôlait et ceux qui mangent la viande et ceux qui ne mangent pas la viande. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle des végans, c'est comme un autre étude utilisé bien avant, où ce sont tous les légumes qui sont plantés dans des serres. OK? Quand on était petit, on a grandi avec les grands mensonges que les épinards contiennent du fer. Maintenant, les épinards une plante ne peut pas contenir du fer. Une plante ne peut pas contenir des sels minéraux par lui-même. On ne peut pas dire il est scientifiquement faux. Dire que telle plante contient ça. Ça, c'est une condition de la terre sur laquelle elle grandit. Absolument. Alors, si les épinards sont mis sur une terre, grandissent sur une terre où il y a du fer, les épinards contiendraient du fer parce qu'ils ont distillé du fer de la terre. Ils ont consommé les fers en l'air dégradant des molécules lourdes aux molécules légères. Mais est-ce qu'ils peuvent contenir le fer sans pour autant? Non, des épinards qu'on va trouver dans le supermarché ne contiennent pas de fer. Parce qu'ils ne sont pas plantés sur des territoires où il y a du fer. C'est seulement des feuilles comme toute autre feuille. Maintenant, il faut aller étudier où ils ont été plantés pour comprendre ce qu'ils contiennent. Absolument. Et si là où ces plantes ont été plantées, il n'y a absolument rien. Vous savez, aujourd'hui, il y a des engrais chimiques. On dit engrais chimiques. C'est-à-dire, il y a des plantes qui grandissent en consommant non les minéraux de la terre, mais consommant des engrais chimiques. Et quand cette plante a grandi aux engrais chimiques, quand on dit une plante grandit aux engrais chimiques, qu'est-ce que ces plantes-là contiennent? Eh bien, ils contiennent des engrais chimiques. Absolument. Et quand on mange ces plantes-là, on ne mange pas des minéraux, il n'y a rien de minéraux, il n'y a que les engrais chimiques. Quand on voit les épinards qui sont vendus dans les supermarchés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a rien d'autre que les engrais chimiques. Alors, je reviens à ma précédente position. Alors, qu'est-ce qui se passe? On passe d'un état à un autre. Ça, ce n'était pas un problème noir. Dans le monde noir, et on doit réaliser que le monde noir précède le monde tous les autres mondes, c'est-à-dire oriental, occidental, il y a quelque chose comme 400 millions d'années. Il y a 400 millions d'années, on a été ici tout seul. Okay? C'est-à-dire, on a pris le temps, scientifiquement, la science qui signifie l'observation, d'observer les plantes, d'observer leurs capacités et de les consommer et d'apporter des modifications et arriver à sélectionner une alimentation de préférence. Okay? Et dans le monde noir, okay, l'alimentation a toujours été très équilibrée avant l'arrivée des barbares, avant l'invasion barbarique du monde noir. Okay? Dans le monde noir, c'est nourrir de la viande est très important. C'est très important, mais c'est quoi les points? La viande doit toujours avoir une proportion la plus basse. Un peu plus haute quand il s'agit des poissons. C'est comme ça dans le monde noir. Je disais quand on était petit, il y avait une bol de riz, des haricots et un petit morceau de viande. Okay? Quand on mangeait une poulet, c'était pour toute la famille.
Ah, c'est la proportion du gras, protéines et tout. Exactement. Il doit y avoir de ces tout-là. Mhm. Pourquoi? Je vais répondre à cette question que je me pose. Pourquoi? Parce que dans l'alimentation, il n'y a seulement pas les facteurs nutritifs. Quand nous nous alimentons, nous nous chargeons d'informations. Mhm. Les informations sont les informations de type évolutif et défensif. OK? Maintenant, quand nous mangeons, dans les plantes, OK, nous avons les éléments nutritifs. Nous avons tout ce qu'on peut par décomposition, graisse, protéines nutritives. Mais nous avons aussi besoin des éléments capables de nous défendre. OK? Des attaques extérieures, des attaques qui sont au niveau. Oui, oui, la nourriture peut vous défendre, a le droit de vous défendre, par exemple, des attaques mentales, psychiques, psychologiques et même spirituelles. Quand vous avez des maladies spirituelles, généralement, quand vous allez chez les chamans, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Des plantes. C'est-à-dire, les plantes, la nourriture a les capacités de vous défendre. Alors, dans les capacités de défendre, il y a des capacités qu'on appelle mobiles et des capacités qu'on appelle immobiles. Par exemple, la plante a la capacité à défendre jusqu'à un certain niveau de mobilité. C'est pourquoi, par exemple, dans le monde noir, par contre, on traite des mal très aigus, il y a toujours des sacrifices. Pourquoi? Parce que les animaux bougeants, ceux qui marchent, okay, ont la capacité, ce qu'on appelle des retracer. Ils peuvent suivre la maladie parce qu'ils se déplacent. Les plantes servent des barrières. Okay? Ils servent des barrières. Ça ne passe pas. Mais quand la maladie est présente dans le corps, ça ne passe pas, ça ne suffit pas. Il faut une contre-attaque. Et maintenant, les éléments nutritifs apportés par l'animal ont cette capacité-là, ont cette valeur de pouvoir contre-attaquer. Une des raisons apportées par le monde végétarien, mais puis vegan, c'est-à-dire, oh, l'amour de Dieu, les plantes, mais on ne mange pas les plantes. Ça, c'est des choses à dormir de vous parce qu'il existe un cycle. Ça, c'est de la pire ignorance, tout simplement. Alors, il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, parlons de corps, pas de conscience, notre corps, OK, dès à la mort, quand nous abandonnons le corps, notre corps est recyclé. Ces protéines, ces graisses sont décomposées par les corps et vont servir de nourriture premièrement aux vers de terre qui vont décomposer et deuxièmement à la terre qui vont s'enrichir. Et cette terre qui va s'enrichir va donner de l'alimentation, va servir d'aliment pour les herbes, les plantes, les poissons. Il est parti de nos corps qui vont filtrer dont les minéraux au niveau des os vont finir dans les mouvements d'eau souterraine et vont servir d'alimentation pour les poissons. Et les poissons et les petits animaux qui vont être mangés par les lions, ainsi de suite. Les lions, nous allons manger les animaux. C'est un cycle. On ne doit pas confondre conscience et corps. La conscience a un propre cycle. Le corps a son propre cycle. Et le cycle des corps est un cycle fermé. On mange et on est mangé. C'est un cycle fermé qui sert de roue pour l'évolution des consciences qui est sur une droite complètement part. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de manger la viande? Dans un premier temps, les défenses mobiles disparaissent dans le corps. On est facile à être possédé. On devient un abri facile. Il n'y a pas de contre-attaque. OK? Mais là aussi, au niveau de ces animaux, je suis en train de parler je ne suis pas en train de parler de la viande qu'on voit dans les supermarchés. Absolument, parce que beaucoup de gens vont se dire... Non, absolument pas. Au supermarché, non, je parle de la viande dans la culture noire, on parle toujours de l'alimentation sauvage. L'alimentation sauvage a toujours été la meilleure alimentation. Qu'il s'agisse des animaux ou qu'il s'agisse des plantes. Les plantes qui grandissent à côté des hommes ne sont pas bonnes. Absolument. OK? Les plantes doivent grandir loin des hommes dans la forêt. On ne mange pas les animaux domestiques. Absolument, on ne mange pas des animaux domestiques. Quand vous avez, ça c'est pourquoi par exemple les chiens, c'est un scandale quand on mange les chiens, parce que les chiens c'est un animal domestique. On ne mange pas des chiens, on ne mange pas des chats qui sont des animaux domestiques. Mais la quantité de la viande pour étant petite est importante. Un autre élément c'est l'alcool. Okay? L'alcool est important dans l'organisme parce que et la consommation de la viande et l'alcool, et je ne suis pas en train de parler de l'ivrognerie,
Une petite quantité d'alcool est nécessaire dans le corps. Parce que l'alcool, je pense que vraiment ce qui est important à expliquer, c'est que c'est le point et c'est à comprendre la fonction de chacun de ces aliments. Par exemple, quand on parle de l'alcool, on parle pas de, on peut pas, on ne parle pas nécessairement de beaucoup d'alcool mélangé ou quoi que ce soit qu'on vend. Donc, l'alcool qui est vraiment pour la consommation en masse. Mais on parle aussi de l'alcool raffiné. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'alcool? L'alcool, c'est une raffinerie. Effectivement, quand on prend beaucoup, c'est un poison pour le corps. Absolument. Et pour certains âges, c'est un poison pour le corps. Donc, c'est un poison pour les enfants. Et au fait, avec l'alcool, la rédaction avec l'alcool, c'est que de plus on grandit, de plus on peut en prendre. De plus on est jeune, de moins on doit en prendre. Donc, quand on est jeune, bien sûr, il faut éviter l'alcool parce que l'alcool, ça se bat contre nous. Mais à un certain moment, à un certain âge, on va voir que le corps, il a tellement trop de problèmes. Parce que quand on est jeune, notre corps est fait de manière où il peut se battre tout seul contre les infections, il peut se remettre tout seul. Et maintenant, après avoir accumulé tellement trop de mauvaises choses dans le corps, il se passe un moment où on a besoin de désinfecter, de laver ce qu'on a dans le corps. Et l'alcool peut faire une sorte de désinfectation. Donc, c'est comme ça que, par exemple, pour ceux qui ont une toux, pour ceux qui ont mal de gorge, quand ils prennent l'alcool, ils peuvent se sentir mieux, ils peuvent se sentir calmes, ils peuvent se sentir vraiment... ils sentent comme si ça brûle, en fait. C'est comme si ça nettoyait la gorge. Parce que l'alcool, c'est ça son travail. Donc, le travail de l'alcool, c'est de nettoyer je ne peux appeler tous ces genres de germes qui se trouvent dans votre gorge, dans votre corps. Et c'est ça que l'alcool travaille pour les évacuer. Maintenant, quand on prend trop d'alcool, non, c'est un peu comme si notre corps commence à se battre contre l'alcool. Parce que l'alcool, non seulement ça enlève tous les germes, mais ça enlève les germes positifs comme négatifs. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, par exemple, je donne l'exemple, quand une personne est blessée, on prend de l'alcool, on met sur le corps. Absolument. Ça peut être... Maintenant, il faut regarder quel niveau d'alcool on a besoin pour utiliser pour le corps. Mais jamais on ne se lave pas avec l'alcool, par exemple. Donc, si vous utilisez des produits pour la peau qui ont de l'alcool à l'intérieur, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. C'est vrai que l'alcool peut nettoyer votre maison, mais ce n'est pas à nettoyer avec l'alcool tout le temps. Parce que l'alcool, ça détruit tous les germes, toutes sortes de germes directement. Mais on a besoin de quelques autres sortes de germes pour survivre. Mais quand on en a beaucoup qui sont dans notre corps, eh bien, on doit essayer de trouver une balance. Donc, c'est vraiment ça, la balance qui est très importante. Parce que quand on regarde même dans le système africain, on verra que l'alcool était consommé seulement dans des périodes. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Si on part même dans certains pays qui ont encore, je dirais, les pays chauds surtout, mais aussi les pays qui sont très proches à leur ancestralité, quand on part au Japon, on part même en Chine aussi, on va voir qu'ils ont un type d'alcool qui est très, très, très distillé, qui est très fort comparé, par exemple, au whisky et au vodka, où leurs vins sont vraiment, ils ont un pourcentage d'alcool très élevé. Et on va voir que ce vin, il est réservé, par exemple, aux vieilles personnes ou aux personnes âgées. Pourquoi? Parce que ces personnes âgées, ils en ont plus besoin, ils ont plus besoin vraiment d'enlever les germes dans leur corps. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui est, je ne dirais pas plus faible, mais c'est un corps qui est mature d'abord, mature. Mais deuxièmement, c'est un corps aussi qui n'a pas toutes les forces ou les anticorps comme un enfant. Parce que l'enfant né, il doit se battre contre tout. Donc l'enfant, il apprend tout. Mais un corps qui est mature, ce corps, non seulement il a la résistance pour cet alcool, mais là aussi, il en a aussi besoin pour trouver un bon équilibre, une bonne balance. Pour l'alcool, je dirais deux choses. Premièrement, l'alcool n'est pas quelque chose qu'on boit pour... C'est pas récréatif. Alors, prendre de l'alcool comme quelque chose de récréatif, c'est de l'anticulture. OK? C'est de l'anticulture. Pour récréatif, il y a les thés. OK? Les thés est récréatif, même pas le café. Le café n'est pas récréatif. Le café est digestif. Il n'est pas récréatif. OK? Pour les récréatifs, on a les thés et on a des jus. Ceux qui sont récréatifs. Mais l'alcool, en tant que soi, n'est pas une boisson récréative. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une boisson récréative. Deux, l'alcool, la fabrication de l'alcool est quelque chose de local. OK? C'est-à-dire, chaque collectivité, par rapport à son environnement propre, OK, trouve sa propre alcool. On ne peut pas prendre de l'alcool d'exportation, d'importation.
Non. Ça, c'est quelque chose qui est commercial et qui est très mauvais. OK? C'est-à-dire, à ce moment-là, un verre d'alcool, de temps en temps, est très bon pour la santé parce qu'elle permet de cela une période, par exemple, durant les fins de semaine, un vin. Hein? Dans certains pays, on dit un verre de vin chaque repas, chaque dîner est une bonne chose. OK? Mais je dirais plutôt un verre de bons vins, des palmes, un vin africain, OK, au repas, un verre, je dis un verre de vin, des palmes au repas pour un corps adulte, et quelque chose de très équilibré. C'est-à-dire, il permet de brûler, d'effacer tous les parasites dans l'organisme et balance les rapports sucre-acide. Okay? C'est pas non plus quelque chose qu'on doit faire chaque jour, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois par semaine. Ça dépend, mois, dépendant de l'âge. Ça dépend de l'âge. OK? Ça dépend de l'âge et ça dépend de l'activité que la personne fait. OK? Par exemple, une personne qui fait un travail, un effort physique énorme, en a plus besoin de quelqu'un qui ne fait pas d'effort physique. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire, la conception, c'est laquelle? Ce n'est pas, l'alcool n'est pas quelque chose, une boisson de loisir. Pour les loisirs, on a les jus naturels, OK? Et on a des thés ou des infusions, OK? Ça, ce sont des choses de loisirs. Maintenant, l'alcool, OK? C'est pour quelque chose qui a caractère. En première chose, il est culturel. Absolument. Un élément le plus important, il est culturel. Et dans sa culturalité, il faut le pointer. C'est quoi son utilité? Il a une utilité sur norme culturelle. Et je le répète, l'alcool. Si vous prenez de l'alcool pour des loisirs, pour passer le temps, comme l'on dit, vous êtes dans ce que j'appelle de l'anticulture. C'est un anti-valeur. La prise de l'alcool pour le divertissement pour des loisirs. Ça n'a rien à voir avec de la spiritualité. C'est quelque chose qui est anticulturel. Ça, même, je pense, c'est la même chose aussi pour la viande. Et avec ça, j'aimerais vraiment, pour que les gens puissent comprendre, j'aimerais par exemple parler de certains types d'alcool que tout le monde connaît aujourd'hui et que beaucoup de personnes consomment de manière récréationnelle et vraiment pointer quelles sont les vertus, par exemple, pour le peuple dont il est originaire. Donc, si on commence avec la vodka, parce que je pense que toi, tu as un très bon exemple avec la vodka, comment on t'avait montré comment utiliser, par exemple, je donne la vodka, on a le vin rouge et puis on a le vin de palme en Afrique. Donc, si on examinait ces trois boissons, on va voir que dans les trois cercles culturels, on va voir qu'il y a tout cet alcool, même sans pour autant avoir d'autres bienfaits dont je vais parler, mais déjà en étant comme ils sont là, ils ont des bienfaits pour la santé. Donc, ouais, doigt de chair, ça c'est quelque chose. Il y a des années en Italie, quand j'étais tout jeune et que le système italien ne prévoyait pas une couverture une couverture sanitaire, et il y a un dent qui faisait mal, qui a fait mal au point où je n'en pouvais plus, et seulement que je ne pouvais me présenter devant aucun hôpital. Et j'avais un ami russe qui, lui, m'a appris, grâce à lui, j'ai guéri, une technique traditionnelle d'extraction des dents sans rien. C'est-à-dire, j'ai assimilé une grande quantité de vodka jusqu'à perdre complètement la sensibilité des dents. Et quand j'étais, parce que l'alcool te déconnecte de toi-même d'une certaine manière. Et quand j'étais dans cette déconnexion-là, à ce moment-là, avec une petite pince, j'ai pu, avec beaucoup de difficultés, mais j'ai été en mesure de tirer les dents dehors. Vous imaginez, vous arrachez un dent dehors, il y a un fleuve de sang qui sort. Et comment on a fait? Avec beaucoup de coton. On mettait les cotons, on mettait les vodka dans une forme de bassin. On mettait les cotons, puis on mettait sur la plaie. On a continué à faire comme ça. Et pour éviter la douleur, qu'est-ce que je faisais? Je faisais que boire de temps en temps un demi-verre de vodka. Je donnais un demi-verre de vodka. J'étais complètement ivre, mais cela a permis à mon corps de ne pas souffrir à taux de peine. Et comme ça, j'ai bu du vodka pendant au moins une semaine comme ça, ok? Mais c'était pour éviter la douleur, ok? Et jusqu'à ce que la plaie a commencé à se rémarginer, à cicatriser. Et plus elle cicatrisait, plus mon ami diminuait son quantité, sa dose de... Il a suivi, je peux dire, il a suivi une sorte de, je dirais, traitement, pas traitement holistique, mais c'était franchement une méthode
Ouais, c'est culturel. déjà, parce que quand on dit culturel, c'est holistique. C'est-à-dire, elle a suivi les doses, elle a parti petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et quand maintenant, il m'a fait ma blessure était fermée, il a introduit d'autres liquides qui avaient, moi je m'en souviens plus, il me faisait des préparations d'autres liquides qui eux avaient comme rôle d'aller équilibrer la quantité d'alcool qu'il y avait en moi. Voilà, donc c'est vrai que, donc, si je peux dire, on t'a donné une sorte d'overdose parce que c'était une situation critique. Donc, je demande à la personne d'aller copier parce que tu avais des personnes qui savaient ce qu'il fallait faire avec toi. Donc, ils t'ont donné une overdose, mais après, ils sont revenus. Après, ils ont utilisé un système, maintenant, avec d'autres boissons et d'autres boissons, peut-être d'autres tisanes, d'autres boissons, pour maintenant venir équilibrer ça dans le Équilibré, corps. ok. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le vodka pour les Russes, c'est quelque chose de culturel. C'est culture. OK? Donc, il est important que chacun puisse maîtriser sa culture en ces points-là. Et elle est toujours utile. On dit les Russes boivent le vodka, mais parce qu'il fait très froid. C'est pas quand il fait chaud qu'ils boivent les vodkas. C'est-à-dire, il y a une réponse par rapport à ça. Et en retournant sur notre point de départ, c'est-à-dire, il y a un rôle. On ne doit pas on ne doit toujours pas finir dans ce que nous avons fait pendant longtemps. Vient quelqu'un de très loin qui dit chez moi on fait comme ça, nous on commence à faire la même chose. Mais lui il vient d'un environnement complètement différent de la nôtre, ok? Et c'est quand je retourne encore sur le végétarisme. Et pour ce qui me concerne, le modèle d'alimentation noire a toujours été végétarienne. Absolument. Dans le sens que, et j'ai parlé par expérience propre, les morceaux de viande, c'est-à-dire avoir sur ton propre repas 4 morceaux de viande, moi je les vis en Occident. Ok? Aussi longtemps que j'étais en Afrique, il y avait seulement ta cuisse de poulet. Et tu as ton 100 grammes, 150 grammes de riz et 60 grammes plus les soupes d'haricots. Et ça a toujours été comme ça, ou c'est un morceau de soleil. Et des fois même pas. Des fois même La pas. plupart du temps. Des fois même pas. C'est-à-dire, ça, c'était déjà pour nous un régime végétarien. On n'avait pas des besoins de rentrer dans le modèle en excès. Le problème, c'est que la viande, ok, est très importante dans l'organisme. Je ne parle pas de la viande en tant que chair, je parle de l'information contenue dans la chair. Parce que l'information contenue dans la chair de l'animal qui vit dans la forêt et la résistance, la capacité à résister aux maladies, c'est la capacité à résister. Parce que qu'est-ce qui se passe? De tous les êtres, l'être humain est le plus faible. OK? Et maintenant, en mangeant la viande, on est en train de transférer l'information de la viande chez nous. C'est-à-dire, comme la viande, comme c'est, par exemple, les buffles à maturé, ils s'entraînent une grande résistance contre non seulement les virus, mais nous avons aussi beaucoup de choses trans qui existent dans notre monde. Le buffle sait comment se défendre. Et nous, quand nous mangeons le buffle, nous mangeons l'information. De manière que quand nous sommes soumis à ce genre d'attaque, notre corps sait réagir. Maintenant, quand on arrête du coup la consommation de viande, ok, et spécialement on arrête et la consommation de la viande et la consommation de l'alcool, notre corps devient un habitat idéal pour les parasites cosmiques. Absolument. Absolument. Et je pense que c'est important aussi de noter, par exemple, que pour beaucoup de personnes qui ont grandi en Afrique, moi, je me rappelle, j'ai parlé avec un papa qui m'a expliqué que eux, quand ils étaient petits, ils savaient que ils ont grandi dans un espace où ils étaient à côté d'une rivière qui passait. Donc, une rivière qui passait, ou on peut même dire un fleuve, parce que bon, il y avait le fleuve Congo qui passait à côté d'eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que pendant les périodes qui étaient, il y avait, je peux dire, une période de 6 mois, il y avait beaucoup de poissons. Il y avait l'afflux de poissons, donc ils mangeaient les poissons majoritairement. Donc ils mangeaient les poissons, mais de la même manière dont tu as expliqué, le poisson à côté d'autres légumes. Donc le poisson était un accompagnateur, mais il est présent dans presque tous les repas de la semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 6 semaines, il y avait 6 mois où il n'y avait plus de poissons parce que les poissons allaient soit se reproduire quelque part, ils émigraient. C'était interdit de pêcher aussi pendant cette période-là parce qu'il y avait tellement peu de poissons. Et pendant ces 6 mois-là, ils mangeaient végétarien. Donc, c'était un régime strict végétarien pour 6 mois et puis un régime non végétarien pour 6 mois. Mais non, je parlerais plutôt d'un régime naturel parce que la nature, ça dit ce que la nature te donne. Mais c'est vraiment pour montrer que quand la nature te demande d'être végétarien, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre
ressources. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres raisons. Donc, vous n'avez plus, Attends, plus d'autres... quand on dit végétarien en Afrique, on a par exemple les chenilles. Les chenilles, ça sort d'où? Ça sort des plantes. On a les crickets. On a beaucoup des insectes. Les insectes, en fait, font partie du monde. C'est les plus grands réservoirs pour des protéines dans le monde végétal. C'est-à-dire, quand il y a, souvent, généralement, moi je me souviens en Afrique, beaucoup bien volontiers, il y a les chenilles qui accompagnent dans la nourriture, les grosses comme les petits. Et ça c'est une réserve de protéines très importante, mais seulement pas des protéines, mais d'informations. Et quand on mangeait végétalien, je ne parlerai plus d'alimentation. Il serait injuste. Ça dépend parce que pour son cas, il n'y avait pas tout ça. Donc, pour leur cas, c'était ils mangeaient végétarien pendant 6 mois. C'était pas vraiment vu comme végétarien. C'était parce qu'ils mangeaient ce qu'ils avaient devant eux. C'est-à-dire naturel. Ils mangeaient parce naturellement. Que quand on dit végétarien, on est discipliné sous le modèle occidental. Pas sous le modèle occidental. Parce que, encore une fois, je souligne que quand le mouvement végétarien est venu, c'est par rapport aux gens qui voulaient devenir, qui ont suivi le mouvement des yogistes aussi. Dans les mouvements des yogistes, ils sont allés en Inde, ils ont vu des personnes qui avaient un régime alimentaire sans pour autant bien comprendre comment ça a été copié. Oui, parce que c'est ce qu'il y avait à manger en Inde. Et voilà, donc c'est ce qui était à manger. C'est comme ça que l'alimentation a toujours été culturelle, mais aussi régionale. Donc, c'est un peu pour dire que dans le cas, il y a des cas où on mange ce qui est devant nous. Donc, certaines personnes seront plus végétariennes que les autres. D'autres personnes ne peuvent pas. Par exemple, si vous habitez à côté d'un fleuve et qu'il y a des poissons partout, ce sera un peu impossible d'espérer de manger autre chose pendant que c'est ce qui est devant vous. Ah, c'est pourquoi je préfère les mots alimentation naturelle. Absolument. Ça dit naturel, ça dit ce que ton environnement t'offre. Ce que ton environnement t'offre, c'est ce que tu dois manger. Parce que si vous vivez dans le désert, je vois vraiment difficilement comment vous allez trouver des carottes. Parce que l'alimentation doit toujours être, comment on appelle, naturelle. Parce que même quand on parle de la consommation de plantes, parce que je pense qu'au début, on a relevé un fait qui était que les végétariens, les végans sont sortis du fait qu'il y a la torture aux animaux. Mais regardons aujourd'hui, la torture aux animaux continue. La torture aux animaux continue. Et puis, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a la déforestation. La déforestation est à la cause de beaucoup de problèmes que les animaux ont aujourd'hui. Mais la déforestation continue. L'industrialisation continue. Là, quand on parle des tortures des animaux, c'est dans les laboratoires où on crée les poisons chimiques qu'on passe sous le nom de médicaments. Ce n'est pas dans les assiettes. Exactement. Il y a la torture des animaux qui sont faits sous assiettes. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les laboratoires. Dans les assiettes, il n'y a pas... C'est le cycle de l'existence. C'est le cycle de l'existence. Et le point fondamental pour moi, c'est vraiment de voir comment les compagnies qui sont à l'origine de la torture des animaux, ce sont les mêmes compagnies qui ont participé à promouvoir le mouvement végétarien et le mouvement végan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, une personne doit se stresser, il doit choisir ce qu'il doit manger chaque jour et il doit se stresser. Ça, je ne mange pas, ça, je ne prends pas. Donc, tout ce qu'on t'indique, c'est ce qui coûte plus cher. Ce qui coûte plus cher. Et justement, tout ce qui coûte plus cher. Et il y a une autre chose, c'est que les mouvements végétariens et végans, ils sont venus avec une autre culture, la culture de manger les aliments qui se trouvent dans d'autres pays. Donc vraiment, on parle ici de la culture de manger les aliments qui se trouvaient dans d'autres pays. Mais non, ces aliments qui se trouvaient dans d'autres pays sont des aliments, par exemple, comme le quinoa. Je donne l'exemple de quinoa. Et je pense que j'ai parlé du quinoa il y a plusieurs moments. En fait, moi, je sors pour dire que franchement, j'étais végan pendant quelques temps, j'étais aussi végétarienne pendant quelques années. Et la chose qui m'a fait repenser tout ce mouvement, c'était l'histoire du quinoa. Parce qu'un jour, comme par hasard, alors je disais toujours aux gens, mangez le quinoa est bon, comme ça, comme ça. Et en regardant, j'ai lu un article qui dit comment, depuis le fait que dans les derniers 10 ans, que l'Occident tout d'un coup a découvert le quinoa, et tout le monde veut manger du quinoa, et maintenant, donc il y a tous les fermiers qui font pousser le quinoa, ne peuvent plus manger le quinoa avec eux et leur famille. C'est devenu un aliment qui est trop cher pour manger et aussi un aliment trop cher pour vendre. Donc, eux, quand ils vendent le quinoa localement, ils le vendent pour rien. Et quand l'aliment il arrive en Occident et tout le monde fait des bénéfices et puis on le vend trop cher. Et donc, ça faisait quoi? Ça faisait que tous les animaux
tous les aliments qu'on a créés, en fait, qui sont sortis à cause du mouvement végan végétarien, donc le tempeh, vous avez tellement trop d'aliments exotiques qui viennent, directement sont devenus des aliments must-have items, donc les gens devaient avoir, à créer tellement trop de problèmes pour les fermiers. Donc pour moi, je me dis une chose, c'est que on peut bien voir et regarder comment, c'est vrai que c'est important bien sûr d'avoir une alimentation saine, une alimentation élevée, mais le problème du végétarisme, c'est que ça créait des aliments qui étaient des superfoods. C'est vrai qu'il y a des aliments qui sont des superfoods, mais selon moi, les superfoods existent partout dans les environnements. Dans tout environnement, dans tout écosystème. Dans tout écosystème, il y a des superfoods. C'est vrai qu'en Occident, il n'y a peut-être pas beaucoup de superfoods, mais c'est justement parce que tous les aliments ne poussent pas à l'extérieur, par exemple. Il n'y a plus d'aliments sauvages et puis tout est contrôlé. Tout est contrôlé et puis il y a les engrais chimiques qu'on met dans l'alimentation. On tue tout avec les engrais chimiques. Non seulement on tue les pesticides, avec les pesticides, on tue les animaux, mais aussi on tue toutes sortes de vies qui donnaient les alimentations, qui donnaient le nourrissement pour le sol. Donc le sol devient pauvre et puis les aliments deviennent pauvres. Et puis on n'a pas d'aliments sauvages et en résultat, on doit aller chercher des alimentations, on doit aller chercher de la nourriture sauvage chez les autres. Donc on doit les confisquer chez les autres du moment où c'était une confiscation de nourriture. Donc, si on découvre qu'aujourd'hui, le manioc, ça devient un superfood, on va aller confisquer le manioc de toutes les personnes qui mangeaient. Si cet aliment ne sera plus un poison, il va devenir automatiquement un superfood. Et on a vu ça avec le gluten-free, parce que maintenant, aujourd'hui, quand on parle de gluten-free, on voit que gluten-free, ça veut juste dire tout ce qui ne contient pas de gluten. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un brand. On a mangé du gluten pendant 400 millions d'années. On a toujours été en bonne santé. Et aujourd'hui, on veut nous convaincre injustement. Et comme je dis toujours, dans la nature a été faite de manière que toute chose a un rôle bien important. OK? Et je suis de l'avis que le gluten a un rôle dans le corps de l'homme. OK? Sinon, la nature n'aurait jamais créé quelque chose qui de soi-même. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on est en train de dire que le créateur est malade pratiquement. On dit, ça dit le créateur, les maîtres de la création, OK, a fait des choses qui ne vont pas bien pour l'homme, OK, qui vont bien pour tous les êtres, tous les animaux, tous ceux qui ont précédé l'homme sur terre ont mangé cela, n'ont pas eu de problèmes. Mais maintenant, tout d'un coup, pour les gens d'aujourd'hui, le créateur s'est trompé quelque part. C'est les mêmes personnes et puis quand ils vont aller au tribunal, ils vont dire jurons sur la Bible. Voyez cette contradiction-là du fait, c'est-à-dire il ne peut rien exister dans la création que la nature a fait qui soit contre l'homme, contre quelque chose. Toute chose a son rôle. L'alimentation doit être naturelle. Ça signifie quoi, l'alimentation naturelle? C'est-à-dire l'alimentation que l'environnement offre. Les serpents d'eau ne mangent pas ce que les serpents des déserts mangent. Ils sont tous serpents, mais ne mangent pas les mêmes choses. Ils sont complètement... Leur alimentation dépend de l'environnement. Et dans le monde noir, nous devons nous lever et arrêter de suivre ces voix qui nous ont dit ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Nos ancêtres ont vécu de cette manière pendant des millions des années. Ok, ce n'est pas quelqu'un qui va venir de là où rien ne pousse pour nous dire ce qui ça dit. Nos ancêtres ont vécu dans les continents les plus riches du monde où il y a tous les genres de types alimentaires. Nous avons des gens qui viennent d'un continent où il n'y a pas de genre alimentaire pour nous faire la leçon c'est ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut manger. Si vous n'avez jamais vu ça auparavant, si vous ne savez même pas c'est quoi, comment pouvez-vous décider qu'est-ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? C'est nous les rôles de vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et la nourriture doit être naturelle, doit être sauvage. Une dose d'alcool, un verre d'alcool par semaine est très bon pour un corps adulte. Okay? Une bonne quantité rationalisée de protéines animales est très bon à part que ce ne sont pas de la viande d'animaux grandis en prison. Des animaux en liberté. Le lait, par exemple, pour les adultes, c'est pas... Le lait pour les adultes, c'est pas... Pour ajouter aussi, c'est comme on dit, le lait pour les adultes, par exemple, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Parce que quand un enfant grandit, on réalise qu'il ne doit plus boire le lait. On arrête de lui donner le lait maternel, mais après, on lui donne le lait de vache. Et en plus, ce qui est encore plus... ce qui choque, c'est de voir les adultes boire le lait.
C'est pour dire qu'on reste des éternels bébés. On reste des éternels bébés. Le lait est fait pour les nourrissons. Une fois qu'on passe l'âge de lait, les commerces le commerce de lait, c'est des lentilles valaires. Parce qu'on fait souffrir les vaches pour ça. Ouais, c'est des lentilles valaires. C'est des lentilles valaires parce que à l'âge adulte, on ne prend pas de lait. D'autant plus que l'enzyme qui digère le lait, arrivé à un certain âge, disparaît. Ok? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas les produits dérivés des laits. C'est-à-dire, il y a les fromages, parce qu'il y a des peuples, comme par exemple les peuples Tutsi qui mangent beaucoup de fromage, parce que même les peuples Yombe qui ont beaucoup de vaches, ok, utilisent beaucoup de fromages. Il y a beaucoup, quand vous allez en Afrique noire, il y a beaucoup de produits dérivés du lait. Justement, pourquoi les produits dérivés du lait? Parce que le lait, c'est pour les enfants. Quand on grandit, on a besoin de dériver de lait quand c'est l'aliment qu'on a le plus sur son territoire. Il s'agit ici de ne pas maturer. C'est-à-dire, il s'agit ici de ne pas rentrer en compétition avec un territoire différent. C'est-à-dire, là où ton territoire est, tu dois pouvoir manger ce qui est naturel. Il n'y a pas de végétarisme, il n'y a pas de véganisme, ainsi de suite. Il ne peut pas y avoir une alimentation internationale. Il ne peut pas, absolument pas, parce qu'à chaque écosystème correspond une réalité complètement différente. Et de l'Académie de la culture noire, on a voulu mettre les points là-dessus, parce que nous avons parlé du végétarisme, mais nous voulons ici corriger ces mots. Comme je dis, on est arrivé à un niveau de conscience différent de là où on était hier. Réaliser que nous ne parlons pas du végétarisme, nous parlons de la nourriture naturelle maintenant. Quand on parle de nourriture naturelle, nous devons voir la provenance de ces aliments, ok, et la proportion alimentaire dont nous devons être caractérisés. Une bonne dose, c'est-à-dire alimentation naturelle. Céréales, ok, beaucoup de céréales, ok, naturelles, beaucoup de légumes naturels, ok, beaucoup de l'eau contenant des minéraux naturels, ok, beaucoup, je voulais dire, une petite quantité de poissons, ok, et encore une moins petite quantité quand il s'agit de la viande. Mais je vous en prie, des animaux de la chasse, nous prenons de l'information. En point de conclusion, je voulais introduire la question de l'eau. Quand on va en Afrique, magiquement, l'eau devient une eau potable. L'eau des puits n'est pas potable. L'eau des sources n'est pas potable. Il faut prendre de l'eau dans laquelle on a mis des engrais chimiques qui viennent des compagnies, ok, où on prend de l'eau des rivières, on les emboutit des engrais chimiques pour les rendre potables, ok. Pendant que quand vous venez en Europe, ici, vous allez sur les montagnes, personne ne va te dire que l'eau dans les montagnes n'est pas potable. Quand tu vas dans les montagnes en Europe, l'eau est potable. C'est quoi? C'est l'Europe qui est potable, l'Afrique qui est impotable, ou quoi? Absolument. Parce qu'en Afrique, on doit sortir cette maladie, cette gangrène de la tête. L'eau naturelle est toujours potable. C'est-à-dire, l'eau à la source est potable. L'eau qui n'est pas potable, c'est l'eau qui a parcouru. C'est l'eau des lacs, partout. On doit sortir de cet élément que, ça en Afrique, ça signifie que ce n'est pas potable. Non. L'eau en Afrique est potable. Elle ne peut être que potable, l'eau en Afrique. Elle ne peut être que potable. L'eau en Europe, la même chose. Quand vous allez dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les sources naturelles, l'eau est naturelle. D'où nature. Et si votre eau de la source n'est pas potable, ça veut dire que votre eau a été polluée. Contaminée. Et ça a été contaminé. Ça, c'est un acte criminel qui doit être dénoncé. Donc, c'est vraiment important à vous dire que si vous avez de l'eau qui n'est pas potable dans vos villes, c'est parce que l'eau a été polluée. Et ne pensez pas que c'est par les déchets humains. Parce que beaucoup de gens pensent que les déchets humains sont assez pour polluer. Non, les déchets humains font partie de la nature. C'est un fait très naturel. Au fait, les déchets humains sont des ferments très puissants pour faire pousser vos légumes, by the way. Mais la terre, même sur laquelle nous marchons, ce sont les déchets de nos ancêtres. La terre dont nous marchons sont les déchets de nos ancêtres. Donc, si vous avez de l'eau qui n'est non potable exactement, ou si vous avez de la terre qui n'est pas en bonne santé, c'est parce qu'elle a été polluée par des agents chimiques. Donc, des agents chimiques qui détruisent notre santé, détruisent notre peau, nos cheveux, et maintenant détruisent nos os aussi. Et ça, c'est vraiment très, très important
à retenir, parce que si vous avez de l'eau devant vous qui n'est pas potable, il faut vraiment faire vos enquêtes et comprendre qui a pollué votre eau et qui a vraiment pollué votre eau, parce que ne pensez pas que c'est votre voisin. On a besoin d'utiliser des agents chimiques pour polluer vos eaux. Et alors encore, j'allais aussi vraiment, avant de terminer, toucher aussi encore, vraiment souligner la question du gluten. La raison pour laquelle le gluten et les céréales d'aujourd'hui ne sont pas bons pour la santé, c'est parce que l'Occident produit qu'une seule sorte de gluten, une seule sorte de céréales, et puis ils sont en train d'utiliser beaucoup d'engrais chimiques dans l'alimentation. Tous les aliments que vous voyez de Monsanto, dont ils sont pleins d'engrais chimiques, et c'est ça qui détruit les plantes naturellement. Et même les personnes qui ont acheté des graines de l'extérieur pour planter en Afrique, ils ont réalisé que non seulement ils ont perdu leurs plantes, mais ils ont aussi détruit le sol. Donc, ce qui veut que le sol ne pousse plus naturellement. Pourquoi? Parce que ces plantes avaient tellement d'objets qui étaient dénaturalisés. Et même, c'est même de la folie prendre une graine qui vient de notre écosystème pour planter dans un écosystème. Et surtout que l'écosystème africain, il est plus puissant, plus fertile et il est plus naturel. Et prendre des trucs qui sont pratiquement du plastique et planter, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut penser qu'on peut vraiment réaliser en ça. Et ça, c'est vraiment important à souligner. Et c'est vraiment de voir que pour notre alimentation, nous devons manger tout ce qui est local. Mais même en Occident, si vous trouvez en Occident, en Afrique, partout là où vous êtes, je souligne aussi l'usage des plantes naturelles. Les plantes comme les mauvaises herbes, par exemple, qu'on appelle les pissenlits, qui sont très importants. On peut voir l'arbre de thé, on peut voir plusieurs herbes qu'on peut utiliser, par exemple, pour des bienfaits, pour la digestion, pour aider notre corps à avoir tous les minéraux dont on a besoin. Parce que les minéraux viennent du sol. Et c'est les plantes qui ont la capacité de distiller les minéraux qui viennent du sol. Et certains minéraux, par exemple, qui sont dans l'herbe, comme on ne mange pas l'herbe, alors on doit manger les animaux qui mangent cette herbe-là. Maintenant, si cet animal n'a pas mangé l'herbe, et si cet animal a mangé des déchets, alors vous avez des déchets que vous allez manger aussi. Effectivement, vous n'avez pas de la nourriture qui est saine. Et vraiment, c'est très culturel. Et pour certaines personnes, encore une fois, je souligne que c'est vrai qu'il est difficile, par exemple, en Occident, de trouver tout, donc d'avoir tout qui est à 100% parfait. Parce que c'est ce que le véganisme ou le végétarianisme demande. Il vous demande à 100% à chaque jour et à chaque jour de la semaine et à chaque moment d'utiliser rien comme animaux ou quoi que ce soit à 100%. Ce qui peut être un problème parce que c'est pas ça le point. Le point est d'avoir n'importe quel régime alimentaire que vous trouvez qui est bien pour vous selon votre localité, régionalité et aussi selon votre ethnicité aussi. Mais en même temps de trouver tout ce dont votre corps a besoin comme nutriments et aussi de supplémenter avec beaucoup d'herbes aussi, des herbes naturelles, des épices, utiliser les épices qui sont frais, des épices qui vraiment nous aident à être en bonne santé. Parce que le problème de l'alimentation, c'est pas seulement que le véganisme est un mouvement qui non seulement force les personnes, parce que c'est vraiment comme... c'est de l'abus. C'est devenu un mouvement presque religieux. C'est devenu une secte presque religieuse. Et c'est à ça qu'on dit non. Mais si une personne est équilibrée, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont un régime alimentaire qui, pendant la plupart de l'année, ils sont végétariens ou végans, mais de temps en temps, ils mangent ce que leur corps leur demande de manger. Et ça, je trouve, c'est vraiment écouter la sagesse de votre corps. Parce que aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont acheter l'avocat. Au lieu de manger l'avocat et la graine d'avocat et tout, le noyau de l'avocat, comme les personnes le font d'où l'avocat est originaire, non, ils vont attendre que les scientifiques puissent faire leurs résultats dans le laboratoire, en sachant que le laboratoire n'est pas en mesure de tout capter qui se trouve dans la plante. Le laboratoire n'est pas en mesure de distiller toute l'information qui se trouve dans la plante. Imaginez-vous qu'une plante est en mesure de distiller l'information qui se trouve dans le sol, distiller l'information dont vous avez besoin. Mais vous allez dire que non, on ne mange pas ça. Nous, on va manger ce qui vient du laboratoire. Pendant que les personnes qui travaillent dans le laboratoire ne sont même pas capables de trouver toutes les informations qui se trouvent dans ce que vous mangez, mais c'est à eux que vous allez vous retourner pour trouver ce que vous devez manger. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a tellement trop de problèmes d'allergie
pour les enfants qui naissent aujourd'hui, tellement trop de problèmes de digestion parce que les aliments qu'on mange ne nous aident pas à digérer. Mais il y a un très, très grand point dont la plupart des personnes ne connaissent pas, c'est qu'aujourd'hui, avec l'alimentation qu'on suit aujourd'hui, il y a un plus grand risque que l'être humain risque de ne plus se recycler. Ce qui veut dire que quand l'être humain meurt, il ne peut plus se décomposer parce que les aliments qu'il mange, non seulement ça lui brûle son corps et ça ne l'aide pas à produire sa glande pinéale, ça n'aide pas à produire tout ce dont il a besoin vraiment pour se décomposer quand il aura fini son chemin. Parce que la décomposition, c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire que l'être humain va devenir poussière, où il va se décomposer, où il y a donc je peux dire, il y a tout ce qui se trouve dans la terre qui vont venir consommer l'être humain. Et c'est de la même manière aussi que dans d'autres... Attention sur ces points-là. Si ton corps, quand du moment où le corps physique est désactivé, ok, le corps physique doit être en mesure de libérer la conscience, l'âme, ok? Et comment le corps physique libère l'âme? C'est par décomposition, ok? Quand ton corps physique n'est pas en mesure de se décomposer, ton âme est prise au piège. Ah. Si ton corps physique ne peut pas se décomposer, ton âme ne part pas, ton âme rentre dans une forme de prison maniacale. Ton âme devient fou. Il est pris aux prisons au plus petit. Le corps qui ne se décompose pas, l'âme ne part pas. Et avec l'alimentation plastique, avec l'alimentation déséquilibrée, avec l'alimentation non naturelle, qu'est-ce que l'on fait? On se cresse la tombe avec la cuillère et la fourchette. Wow, absolument. Douane et chair. Un autre élément qu'on appelle l'huile de palme. Aujourd'hui, l'Occident veut nous faire croire aujourd'hui que l'huile de palme est mauvaise. Pendant que l'huile de palme, dans l'huile de palme, la plante de l'huile de palme en Lingala ou à Kikongo, c'est les mbila. OK? Et on dit les sambila. OK? Et c'est la plante la plus importante, la plus riche du monde noir. Aujourd'hui, OK, on est en train de nous dire qu'en fait, on est allé chercher de l'huile de palme, ils ont dans les magasins occidentaux où ils ont été en vente, ils ont été éliminés. On est en train de bannir quelque chose qui est très important. Maintenant, du point de vue culturel, je vous invite à faire des recherches, à comprendre quel est le rôle de l'huile de palme, du palmier, non seulement dans notre santé, mais dans notre processus d'élévation des consciences culturelles. Une recherche que nous devons être à mesure de faire, Douane et Chair. Douane et Chair, absolument. Et moi, pour ceux qui disent que... J'ai vu beaucoup de slogans à la télévision qui disent que l'huile de palme tue les orang-outans et tue les animaux, et surtout les orang-outans. Moi, je dis non. L'être humain tue les orang-outans. L'être humain détruit la planète. L'être humain tue le système, même le climat. C'est l'être humain qui est à la cause de ça. L'huile de palme n'a jamais créé une guerre. L'huile de palme n'a jamais créé une guerre. Au fait, les rameaux de l'huile de palme sont symboliques de la paix. Vous pouvez même vous imaginer ça. Les rameaux de l'huile de palme sont symboliques de la paix. Donc, l'huile de palme n'a jamais tué personne. L'huile de palme n'a jamais, même l'arbre en question, c'est vraiment responsable pour rien. Ceux qui sont responsables pour tous ces abus, ce sont les êtres humains qui sont au-dessus de toutes ces corporations, qui veulent juste faire du profit, qui veulent juste être plus grands que les autres, qui veulent juste avoir une grande différence et être différents des autres. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et pendant qu'on évite de parler de ces sujets comme ça entre nous, je pense qu'on va continuer à être vulnérables, à être victimes de toutes ces sortes je ne sais pas quelle sorte d'envoûtement qu'on est à l'intérieur. C'est vraiment, ça fait mal même à y penser des fois. Et quand on regarde nos ancêtres et on regarde comment nos ancêtres étaient forts, ils étaient forts parce qu'ils connaissaient leur culture, ils étaient forts parce qu'ils connaissaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils connaissaient, il y avait à chaque action qui était commise, il y avait des recherches qui étaient faites par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils n'étaient pas un individu qui venait de notre système, qui allait venir vous dire comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour tous ceux qui se trouvent dans des situations où ils se posent la question, que faire,
eh bien, il faut faire des recherches pour bien comprendre tout ce que vous êtes en train d'étudier dans votre vie. Comprendre tout ce que vous êtes en train de manger, d'où ça vient, d'où votre alimentation vient. Comment vous pouvez faire même un petit effort pour déjà commencer à mieux manger. Ça, c'est très important parce que vous avez vraiment, vraiment besoin de prendre soin de votre corps. Douat. Douane et cher, j'espère que nous avons aujourd'hui passé un très bon moment ensemble et dans la compréhension de ce que nous sommes en train de faire maintenant ici, là, et de comprendre l'alimentation. Certes, cela va servir de choc à beaucoup d'entre nous qui ont pensé. Ce que nous voulons dire, c'est que nous devons prendre nos responsabilités culturelles. Nous sommes en train de rentrer dans l'âge de la responsabilité où tout simplement quelqu'un ne peut pas venir de je ne sais où nous dire ce que nous devons faire, de ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nous devons faire, ce que nous devons manger, boire. La culture offre les plus grands bagages culturels, d'informations, d'un caractère d'habitude pour comprendre notre monde. Et toujours, la culture nous offre les instruments pour pouvoir aller de l'avant. Et la culture noire nous dit que nous avons à chaque région, nous avons une alimentation culturelle. Okay? Et chaque culture est différente, les accoutrements les habits sont différents. C'est-à-dire, ils sont variantes. C'est pas en termes de différence, mais variantes. L'eau, même quand on boit la même eau, hein, je suis sûr que si nous prenons l'eau Biamboujimaï, ok, on étudie les valeurs minéraux, ce ne va pas, nous allons pas avoir les mêmes minéraux avec l'eau Biadouala. Il s'agit du même eau. Quand nous prenons l'eau à Bamako, on étudie les valeurs, vous allez voir que ce n'est même pas, c'est pas la même eau en Johannesburg. Okay. Les valeurs minéraux sont complètement différents. Et c'est pour dire, dans l'assistance, on parle de l'eau. Mais il y a une spécificité qui est culturelle. Et quand je dis culturelle, je me réfère toujours à l'écosystème. Et quelle est la meilleure eau? C'est l'eau de Bamako, l'eau de Bangui, l'eau de Kinshasa ou l'eau de Glasgow? Non, l'eau de Glasgow est bon pour les Glasgowiens. L'eau de Bamako est bon pour les Bamakois. Nous ne pouvons pas prendre un exemple d'eau pris quelque part, faire des études sur et déclarer que c'est la meilleure eau pour tout le monde. Non, elle a caractère, elle dépend et correspond à l'écosystème ainsi que les personnes qui doivent la consommer. La même vaut pour l'alimentation. L'alimentation culturelle, c'est l'alimentation tertiaire. Il n'y a donc pas du véganisme, il n'y a donc pas du point de vue du kémétique, du végétarisme, du véganisme. Il y a un équilibre. Il y a la mahat. La mahat, tout ça, c'est écrit dans la mahat. On n'a pas besoin de la sectionner. Tout c'est écrit dans la mahat. La mahat veut la balance. Les aliments dans le monde kémétique sont divisés par couleur, c'est-à-dire la couleur réfère à la fréquence de l'aliment. Il y a les aliments qui ont, par exemple, la couleur rouge, en commençant par la viande, petit à petit jusqu'à arriver aux tomates, sont des aliments qui vont nourrir les énergies bas, c'est-à-dire, je ne parle pas d'énergie négative, des énergies bas, des énergies du monde, parce que notre esprit est divisé en trois parties. La partie haute, moyenne. Et ces trois parties doivent être nourries. La partie bas est nourrie avec les énergies ou les nourritures ayant une fréquence rouge, orangée. La partie moyenne est nourrie par les énergies ayant une fréquence jaune et vert. Et la partie supérieure est nourrie avec les énergies ayant une fréquence bleue, violet et noire. Maintenant, entre ces trois proportions ou ces trois domaines de l'esprit, il doit y avoir un équilibre. C'est ce que la science kémétique pense. Et ça, avec ça, je prononce mes derniers mots. Et il y a notre SNET a quelque chose à ajouter. Et j'espère que cette émission a servi à éclairer beaucoup plus de voix. Je vous en prie, ne vous laissez pas perturber en disant ah, moi je savais qu'il fallait être végétarien, mais plutôt pensez, mettez-les sur le point de découverte, c'est-à-dire plus que si vous m'écoutez aujourd'hui,
et que ce que j'ai dit vous est nouveau, c'est parce que vous avez atteint un niveau de conscience différent. À un niveau de conscience différent correspond à une information différente, une manière différente d'agir, une manière différente de comprendre, ainsi de suite. Ainsi donc, nous aussi, hier, nous n'avons pas ce niveau de conscience, nous avons une compréhension différente. Aujourd'hui, nous y sommes arrivés, nous avons une compréhension différente d'où nature. Et vous, à qui vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de m'écouter, de me comprendre peut-être, parce que vous avez eu accès à un niveau de conscience différent. Oui, pour ceci, nous dirons Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Nebhercher, Doua Mamawandombe. C'est toujours vers Mamawandombe que nous retournons et tous les Netchirou en disant Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Aou, Kouaoura, Manketipa Erura.